focus sur le fonds justement donc, que l'on appelle le fonds New Gems, qui existe par deux parts en fait justement chez nous. Donc là en l'occurrence, nous on va essentiellement s'attarder sur la part capitalisation. Donc voilà, mais il existe également une part distribution donc chez nous. Pour le coup, donc c'est un fonds qui date de 2006, qui a ensuite été reformaté. Donc on va en parler justement Bien de sûr. structuration. Donc c'est un fonds qui a connu véritablement un réel appétit ces dernières années. Donc aujourd'hui, 600, un peu plus de 640 millions d'euros à peu près. Donc voilà, qui a une distinction là aussi justement donc, par Morningstar, à la fois d'un point de vue quantitatif, donc financier, et d'un point de vue dimension durable. Donc 5 étoiles Morningstar et 4 Globe Morningstar, avec deux labels, on va les retrouver tout à l'heure. Le label FEBELFIN, donc de Towards Sustainability, qui est le label un peu belge, justement l'équivalent donc de l'ISR d'État français, et le Lux Flag. Et enfin, donc une notation SFDR. Donc, c'est en fait une notation que a réclamé justement donc le régulateur européen cette année et qui donc vise à classer là aussi justement les fonds suivant leur aspect de dimension durable. Donc, classification 8, c'est clairement une bonne classification pour un fonds d'investissement. Principale caractéristique du fonds, Vincent. Donc, je t'en prie, vas-y. Parfait. Non, non, mais déjà, tu as dit beaucoup de choses et qui étaient les choses essentielles sur le fond. Et à noter, la petite chose que je pourrais rajouter, c'était que l'actif total de la stratégie est à peu près autour de 1,9 milliard d'euros. Après, en effet, comme tu l'évoquais, il y a plusieurs compartiments, mais voilà, on peut raisonner vraiment sur une taille qui est légèrement inférieure à 2 milliards d'euros. Et c'est important d'avoir cette taille parce que ça nous permet voilà, d'être un actionnaire de référence et de faire notamment l'engagement actionnarial dont je parlerai un peu plus tard. Les principales caractéristiques. Avec une forte collecte, comme on dit justement ces derniers temps, quoi. Voilà, exactement. Donc, pour revenir sur les principales caractéristiques du fonds, ce qui est très important d'avoir en tête, évidemment, mais voilà, c'est que c'est un fonds action internationale. Donc, on a là vraiment la capacité à aller chercher des entreprises partout dans le monde qui vont être sélectionnées par notre process que j'évoquerai un petit peu par après, mais dont le dénominateur commun, c'est d'avoir des capacités d'innovation techniques, d'innovation technologique qui sont fortes et qui vont pouvoir donc générer des croissances importantes et une capacité à générer de la performance sur le long terme. Nous, on est un actionnaire de long terme. On n'est pas des traders, on est absolument tout sauf ça. On est vraiment des gens qui cherchons à aller capter de la valeur ajoutée au sein d'entreprises qui offrent des ruptures techniques et technologiques et qui se développent sur longue période. J'évoquais un peu l'approche ISR, donc je vais évidemment pas faire de redite là-dessus, mais vous verrez après une chose très importante, c'est qu'on raisonne par grands thèmes d'investissement. New Gems, c'est un acronyme, on va en parler ben voilà tout de suite, la slide est là-dessus. Et nous, notre valeur ajoutée, ça va être de comprendre pour chacun de ces 7 grands thèmes quels sont vraiment les enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance les plus importants. Alors, l'acronyme New Gems, c'est vraiment le cœur du fonds. Hein. Il a été restructuré donc en 2014 et géré par la même équipe depuis lors. L'idée étant qu'on voulait une stratégie qui colle à la société qui est en train de se construire. Parce que les changements techniques, technologiques, ils impactent la santé, ils impactent l'univers de l'informatique, ils impactent l'univers des communications, ils impactent l'univers de la sécurité. Donc, on voulait avoir quelque chose qui regroupe un peu tout ça. Et donc, New Gems, ces 7 grands thèmes sont les suivants. La nanotechnologie, l'écologie, le wellness, donc le bien-être. Le G, c'est Génération Z, c'est toutes les entreprises qui ont vraiment des capacités de croissance sur les modes de consommation de la génération Z, moi à laquelle je n'appartiens pas. Je suis un petit peu trop vieux, mais on en parlera par après. Il y a des opportunités immenses pour beaucoup d'entreprises. Le deuxième E, c'est e-commerce. Donc, e-commerce et e-society. Donc, c'est beaucoup de choses qui a trait à la fois aux réseaux sociaux et à la fois au e-commerce et à la data. Le M, c'est Manufacturing 4.0. C'est vraiment, on recherche les entreprises qui interviennent dans l'univers de l'intelligence artificielle et de la robotique. Et enfin, le dernier S, c'est sécurité, mais c'est sécurité au sens de la cybersécurité, parce qu'on pense que, enfin, on est convaincu que les entreprises de cybersécurité sont
sont amenés à grandir de façon extrêmement rapide et pour très longtemps. Donc voilà, on a essayé de capter ces 7 grandes tendances. À noter une petite chose, c'est qu'à l'intérieur de ces thèmes, il peut y avoir des sous-thèmes d'investissement. Et typiquement, sur l'écologie, il y a un thème d'investissement qui peut être le recyclage. Il y a un thème d'investissement qui peut être la voiture électrique. Il peut être un thème d'investissement qui peut être l'énergie propre. Donc, en fait, on va vraiment chercher à définir des thèmes d'investissement bien précis et on va appliquer notre méthodologie de gestion qui est la suivante, qui est de dire je veux être sur l'industrie de la voiture électrique ou bien du recyclage ou bien des nanotechnologies. Je vais essayer donc d'identifier l'intégralité de la chaîne de valeur parce que quand on produit une voiture électrique, il y a des gens qui font de l'extraction de matériaux, il y a des gens qui font des cartes, des semi-conducteurs, il y a des gens qui produisent des logiciels pour faire le design de la voiture, il y a des gens qui assemblent la voiture, il y a des gens qui distribuent la voiture, puis il y a des gens qui recyclent les voitures, il y a des gens qui font des batteries. Bon voilà, vous m'avez compris, à l'intérieur d'un thème d'investissement de long terme, il y a parfois des groupes d'industries très différents. Et nous, notre méthodologie, ça va être la suivante, c'est de bien identifier parfois un petit groupe d'industries de 4, 5, 6 entreprises qui font un métier bien spécifique avec une valeur ajoutée technique ou technologique forte. Et là, on va essayer d'investir sur les entreprises les meilleures. Donc, on peut donner quelques exemples si on a 5 minutes. Typiquement, dans l'univers du recyclage, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Tomra, que très peu de gens connaissent parce que c'est une entreprise norvégienne, qui est une entreprise historique, qui est très bien gouvernée depuis très longtemps, et qui est vraiment un leader mondial du recyclage des matériaux plastiques, à la fois pour les particuliers, donc c'est pour les bouteilles de plastique à usage unique, et à la fois pour les entreprises. Et nous, on a acheté cette entreprise il y a déjà 4 ou 5 ans et elle connaît un rallye boursier magnifique parce que il y a 3 ans, l'Union européenne a décidé que pour tous les pays de l'Union, il faudrait, à horizon 2025, donc c'est demain, que 90% des bouteilles de plastique à usage unique, c'est les bouteilles de plastique qu'on boit quand on va faire ses courses, ou quand on se déplace, devront être recyclées. Et ça, si vous n'avez pas des machines qui sont à l'entrée des supermarchés pour faire le recyclage, vous ne pouvez pas le faire. Et si les industriels n'ont pas des grosses capacités de recyclage, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il y a plein de choses comme ça. C'est un tout petit exemple, mais qui montre bien la manière dont on travaille. On parlait du véhicule électrique, c'est aussi un thème qu'on aime beaucoup. On n'a pas acheté forcément les grands constructeurs parce que c'est pas forcément, c'est des business beaucoup plus globaux. Et nous, par exemple, on aime bien les semi-conducteurs. Ça a très bien marché. D'ailleurs, on en parle beaucoup des semi-conducteurs parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'électronique partout que les entreprises qui ont la capacité de produire donc ces puces programmables avec les microprocesseurs, elles sont pas énormes, elles sont pas énormes en nombre d'entreprises. Par contre, elles ont des capacités de croissance qui sont monstrueuses. Et comme c'est des technologies d'ultra pointe, il y a des barrières à l'entrée qui sont fortes. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a ce qu'on appelle dans l'informatique la loi de Moore, que vous connaissez peut-être, c'est la loi qui dit que tous les 2 ans, tous les 18 mois, maintenant c'est plutôt tous les 2 ans, on veut doubler la capacité des processeurs. Et pour ça, en fait, on fait ce qu'on appelle des puces, qui sont des microprocesseurs, qui sont toujours plus petites, toujours plus petites, toujours plus petites. Et une chaîne de production de ces puces-là, ça coûte, en fonction de la taille des puces qu'on veut créer, de la puissance des puces, ça coûte quelques centaines ou quelques milliards d'euros. Donc, si vous voulez, dans l'univers du microconducteur, il est peu probable qu'il y ait un acteur qui arrive demain et qui dise tiens, on va vous faire des puces pas chères, quoi. Donc voilà, c'est un exemple pour vous dire que nous on cherche des entreprises qui plutôt apportent de la disruption ou qui apportent des technologies à forte valeur ajoutée et qui sont, et pour lesquelles ça va être difficile qu'elles soient elles-mêmes disruptées, quoi. Voilà. Alors, donc au-delà de ces thèmes d'investissement, peut-être éventuellement un mot sur le processus d'investissement et la Bien sûr. définition de l'univers d'investissement.
Voilà, tout à fait. En gros, donc là dans le slide, il y a quelques éléments que je vais commenter et puis un peu et nourrir. Donc il y a en effet ce filtre thématique, les 7 thèmes d'investissement dont j'ai parlé, et on impose la contrainte d'avoir à minima 5% du fonds sur chacun des thèmes, parce qu'on a une logique de proposer à nos investisseurs un fonds action internationale global de long terme. Donc on veut pas être dans un effet de mode plus qu'autre chose. C'est plutôt on va dire une gestion plutôt équilibrée de bons pères de famille de long terme. Donc 5% minimum sur chacun des thèmes et 25% maximum. On ne veut pas être trop risqué sur un secteur d'activité ou deux secteurs d'activité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un critère de capitalisation. On aime bien dire qu'on regarde les entreprises qui font plus de 300 millions d'euros de capitalisation. Dans la pratique, avec le rallye des marchés qu'on a connu et avec le fait qu'on a beaucoup d'entreprises américaines, on démarre en réalité plutôt à 500 millions d'euros de capi, mais on a beaucoup d'entreprises entre 1 milliard et 10 milliards de capi. Ça veut dire quoi? Parce qu'entre 1 milliard et 10 milliards de capi aux États-Unis, on est une entreprise moyenne, mais on est déjà sur des entreprises qui sont établies. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui génèrent ce qu'on appelle des free cash flow, qui sont profitables de par leur situation actuelle. Donc, c'est des excédents bruts d'exploitation. On aime bien les entreprises qui réinvestissent leur excédent brut d'exploitation dans leur valeur ajoutée. Je m'explique. Si on a une entreprise qui fait des softwares, on aime bien qu'elle achète, qu'elle réinvestisse donc ses excédents bruts d'exploitation dans de l'ingénierie. Si on a une entreprise qui fait du contenu comme Netflix, par exemple, voilà, on aime bien qu'ils rachètent des nouveaux contenus ou qu'ils développent des nouvelles séries. On n'est pas dans une logique de dividende, on est plus dans une logique d'accompagner la croissance de boîtes de moyenne et grande taille. On aime bien des chefs d'entreprise qui nous disent voilà comment on génère notre excédent brut d'exploitation. C'est transparent, c'est sain, c'est pérenne. Et voilà comment on va transformer notre excédent brut d'exploitation en croissance de long terme. Voilà. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. C'est un filtre à la fois, en fait, quelque part quantitatif et qualitatif. Et c'est un peu lié au troisième point, à savoir le filtre durable. C'est-à-dire qu'on a toutes les exclusions qu'on a évoquées par ailleurs, donc ça, je ne vais pas les redire, mais surtout, on a vraiment à cœur d'évaluer en profondeur la durabilité des entreprises et leur capacité à bien comprendre les enjeux qui sont liés à leur secteur d'activité. Parce que pour nous, évaluer la durabilité d'une entreprise, c'est pas envoyer un questionnaire au management. On pourrait le faire, mais ça rapporterait pas grand-chose, tout à fait sincèrement, parce que pourquoi? Une boîte qui fait du software n'a pas les mêmes contraintes, les mêmes enjeux qu'une boîte qui fait de l'aviation, qu'une boîte qui fait de l'hôtellerie et qu'une boîte qui fait du média. Donc, on essaye par thème d'investissement, parfois même sous-thème d'investissement, de bien comprendre quels sont les enjeux clés. Est-ce que c'est de la data privacy? Est-ce que c'est lié à GDPR? Est-ce que c'est lié à telle ou telle technologie? Est-ce que c'est lié à possiblement la capacité d'un État à prendre des décisions sur telle ou telle chose? Donc, on essaye vraiment de comprendre les enjeux de durabilité qui sont liés à une entreprise. Parce qu'ils sont bien spécifiques par groupe d'industrie. Hein. C'est évidemment pas pareil quand on fait de la cybersécurité que quand on fait de la santé. Et là, on évalue les entreprises sur ces quelques critères très précis. Donc voilà, c'est un mélange d'intégration ESG et de... Ouais. Et comme donc je l'expliquais effectivement tout à l'heure, c'est qu'au-delà même des distinctions qui sont venues appuyer justement donc l'exercice de la dimension durable de groupe Petercam Asset Management dans son entièreté, on a également des distinctions spécifiques à ce fonds New Gems. Donc les deux labels que j'évoquais tout à l'heure, donc comme je l'ai expliqué, on a également donc les Globe Morningstar. Et on a également une récompense qui est venue justement donc également récompenser cette dimension durable cette année 2021. Vincent. Donc voilà. Tout à Donc, fait. Un tout petit commentaire là-dessus. Chez Morningstar, on a 5 étoiles quand on regarde la performance et la performance ajustée du risque. Et en globe, on est repassé à 4 globes en durabilité. Et les globes de la gestion, on les a obtenus pour la deuxième année consécutive en tant que médaille d'or. Et c'est un prix qui nous tient à cœur parce qu'en fait, c'est un prix qui embarque 3 grandes notions. La performance, le risque
et la durabilité. Et en fait, c'est quand on a restructuré cette stratégie en 2014, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est basé. On voulait offrir une solution qui offre de la performance ou de la surperformance de long terme avec un niveau de volatilité réduit et qui soit au cœur de l'investissement socialement responsable. Et c'est vrai que d'avoir 2 fois le globe de la gestion sur cette stratégie-là, ça a validé un peu notre approche. Voilà. C'est ce que tu expliquais effectivement en amont également concernant les distinctions, les différentes distinctions obtenues pour De Groof Petercam, à savoir que c'est ajusté justement donc également du risque donc pour le coup. Donc là on a justement donc le top 10 du portefeuille qui vient illustrer un peu justement donc ces différents secteurs mentionnés, enfin ces différents thèmes Bien mentionnés sûr, ouais. et on a justement cette répartition sectorielle donc qui est assez commune. Hein. Donc c'est une répartition qui vient justement donc là aussi expliquer un peu la répartition des actifs actuels. Tout à fait. Tout à fait. Et je ferai 2 commentaires peut-être là-dessus. Alors le premier commentaire, c'est que le top 10 du portefeuille n'est pas parfaitement représentatif de notre fonds. Pourquoi? Parce qu'en tout, on a 70 à 80 valeurs dans le fonds. Ben, le top 10, vous les connaissez quasiment toutes. C'est des très grandes boîtes qui sont très établies et qui fonctionnent très bien. On va dire que leur capacité d'innovation, elle est forte, mais elle est peut-être moins forte que les 60 autres entreprises qui sont dans le portefeuille, qui sont moins connues, qui sont plus petites. Et c'est aussi pour ça qu'elles représentent des poids moins importants. C'est-à-dire que quand on investit dans Apple ou dans Sony ou dans Amazon ou dans Alphabet, on peut se permettre d'avoir 2 ou 2,5% ou 3% du portefeuille parce que c'est des entreprises qui sont très établies et qui fonctionnent très bien et qui ont des capacités de croissance encore importantes. Mais qui sont moins risqués que les autres. Donc, c'est pour ça qu'on fait une bonne gestion équilibrée de long terme. Et en plus de ces 10 entreprises que vous voyez là, il y en a plein d'autres pour qui on aura plutôt une position entre 0,5 et 1,5% du portefeuille. Donc, on est très diversifié, mais qui, elles, sont généralement des entreprises plus petites avec des capacités d'innovation et de rupture technologique très fortes et des capacités de croissance qui sont encore plus fortes. Donc, notre idée de gestion, c'est à nouveau de fournir quand même une stratégie de long terme pour nos investisseurs, que nos investisseurs se disent, j'ai dans mon portefeuille une stratégie globale, action internationale. Alors oui, il y a pas mal de boîtes américaines, oui, il y a pas mal de mid-cap, mais c'est quand même 7 thèmes d'investissement de long terme et le portefeuille est géré de façon équilibrée à ce que on ne soit pas juste un réplica d'un indice sur la technologie ou d'un indice sur tel ou tel secteur. Et ça me permet le lien avec la deuxième remarque que je voulais faire. Évidemment, par essence, dans ce fonds-là, il y aura beaucoup de valeurs technologiques. On voit que ça représente 40% du fonds. Il y aura aussi beaucoup de valeurs de santé. Pourquoi il y a beaucoup de valeurs de santé? Parce qu'il y a énormément d'innovation dans l'univers de la recherche, des labos, des microsciences, des nanotechnologies, des nanosciences. Parce qu'il y a beaucoup d'innovation aussi dans la télémédecine. On l'a vu avec le Covid. Bon, ça, je ne vais pas le commenter, mais il y a des très, très belles entreprises qui sont actives là-dessus, notamment aux US. Et il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont investi sur non pas la télémédecine, mais la santé à domicile. C'est un peu différent. La télémédecine, je m'explique, c'est faire des consultations en ligne et avoir la capacité d'avoir une ordonnance qui est générée automatiquement un envoi de médicaments. Ça fonctionne. La santé à domicile, c'est encore autre chose. C'est notamment dans le traitement du diabète ou des pathologies longues ou des personnes qui sont âgées, d'avoir des capteurs de tension, des capteurs de glycémie ou des choses comme ça, ou un matériel, on va dire, de santé assez pointu à domicile et qui permettent en permanence de communiquer avec les soignants, qu'ils soient à la ville ou à l'hôpital, et d'ajuster les traitements et de déclencher des interventions. Et en fait, ces entreprises-là, c'est des coûts d'acquisition importants parce qu'il y a du matériel, etc. Mais par contre, c'est des entreprises qui sont très durables et responsables parce qu'elles permettent de considérablement améliorer la qualité de vie des patients
et la qualité des traitements. Et donc en ça, c'est des entreprises qui ont des capacités de croissance très fortes et qui répondent très bien aux enjeux de durabilité. Le dernier point que j'évoquerai, parce que le secteur santé c'est 20%, donc ça vaut le coup de s'y attarder quelques minutes. On travaille aussi avec des entreprises qui font de la microchirurgie, donc des microchirurgies qui sont très peu invasives, donc avec peu d'échecs déjà sur le traitement, peu d'effets secondaires et peu d'invalidité derrière. Donc voilà, on va avoir technologies santé qui seront quand même prépondérants dans le fond, ça sera toujours 50-60% du fond, mais on le voit à travers la répartition par secteur qu'il n'y a pas que ça. Et ça, c'est vraiment le point important que j'évoquais sur la recherche d'équilibre et de performance de long terme, c'est que on aura par nature ces deux secteurs qui seront prépondérants, c'est vrai, et ça va le rester structurellement. En revanche, c'est important pour nous de n'avoir pas que ça, et on va aussi chercher des entreprises qui ont de la capacité d'innovation et de croissance. Dans d'autres secteurs, on parle de consommation cyclique ou d'industrie ou de financière. Dans l'univers de la finance, on n'est pas trop fan des banques pour leur business model, mais on va acheter typiquement des boîtes de paiement. Dans l'univers de la consommation non cyclique, on va acheter des boîtes de food tech ou des entreprises qui sont actives dans les vitamines, les probiotiques, des choses comme ça. Donc, de l'innovation, il y en a beaucoup dans la tech et consorts, mais il y en a aussi dans l'industrie, la finance et la grande conso. Donc, il faut savoir aller chercher des opportunités un peu partout. Donc, du coup, on poursuit justement sur les caractéristiques du fonds. Donc là, ici, on va parler à présent de performance financière et de performance extra-financière. Alors, bien entendu, on sait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ceci étant, donc, on voit devant nous, en fait, un graphe qui rend compte d'une performance assez remarquable, justement, du fonds. Vincent, un commentaire? Oui, un tout petit commentaire. C'est toujours difficile de parler de la performance parce qu'on n'a pas envie de s'envoyer des fleurs et c'est pas du tout l'état d'esprit de DEPAM. Ce que je veux dire, c'est que cette performance, elle récompense quelque part, ou elle illustre plutôt deux choses. Elle illustre la notion de durabilité, donc la restructuration du fonds en 2014 et la notion de durabilité qui ont été gravées dans le marbre. Et le fonds est labellisé depuis 2017. C'est pour ça qu'il y a ces petits traits pointillés sur le côté quand la politique a été entièrement validée. Donc, on voit bien quand même que depuis lors, la performance, la surperformance ont été fortes. Donc ça valide un peu le principe structurel du fonds. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je l'ai évoqué plusieurs fois, mais c'est vraiment au cœur du fonctionnement du fonds, c'est qu'on ne veut pas on veut à la fois être dans les entreprises qui construisent la société de demain, mais on ne veut pas subir les effets de mode. Donc, on cherche vraiment des entreprises qui vont bien capter les tendances de long terme, mais on ne cherche pas la meilleure entreprise de l'année. On cherche vraiment les 60, 70, 80 boîtes partout dans le monde qui vont apporter des solutions, des services et des produits innovants pour les 5-10 prochaines années. Et ça, généralement, c'est ce que le marché achète. Et si le marché l'achète, la performance est bonne. Voilà, exactement. Donc, ça suppose quand même justement également la détection et l'identification de points d'entrée intéressants pour le coup. Tout à fait. Et parallèlement donc, à la performance financière, justement, donc, le reporting rend compte également de la performance extra-financière. Alors, sous plusieurs justement spectres. Donc là, un mot éventuellement sur cette justement vision extra-financière dont vous vous rendez compte spécifiquement pour ce fonds? Oui, tout à fait. Pour nous, c'est une des choses qu'on évalue le plus dans les entreprises dans lesquelles on investit ou pas d'ailleurs, c'est la transparence. Et si nous, on n'est pas au niveau maximum de ce qu'on exige en termes de transparence, ça fonctionne pas. Donc clairement, nous, on communique de façon extrêmement précise sur évidemment les entreprises qu'on exclut, les procédures d'engagement, sur les niveaux de controverse, sur les scores E, S et G des entreprises. Et à partir de l'année prochaine, on va communiquer des rapports d'impact parce que je pense que les épargnants sont sensibles au fait de dire que à la fois leur épargne génère de la performance et donc grandit. C'est-à-dire que quand on investit 1 000 € sur une stratégie, on a envie
le temps passant, ces 1 000 euros deviennent plus que 1 000 euros. Donc ça, pour nous, c'est hyper important. C'est-à-dire que l'objectif de tout ce qu'on met en place, c'est générer de la performance. Mais c'est hyper important de le faire en étant très transparent sur notre méthode, nos process, et aussi de notre empreinte carbone, les controverses, l'intégralité de ce sur quoi on doit être challengé en tant que gérant d'actifs. Donc, il y a dans ce tableau-là, alors c'est vrai que comme c'est sur mon téléphone, c'est en tout petit, mais je crois que je l'ai un peu en tête, sur l'intensité carbone, ben on a un fonds qui est très très largement moins intense en carbone que les grands indices des actions internationales. Donc pour nous, voilà, ça vient valider nos choix sectoriels et puis nos choix d'investissement sur le long terme. Donc ça, c'est significatif pour nous. Le gap est notable effectivement entre l'intensité carbone du fonds et celui justement du benchmark qui est le MSCI World Net Return. Le gap est complètement justement donc remarquable. Effectivement, donc, et c'est donc un reporting non seulement donc, qui est régulier, donc qui vous permet une certaine comparabilité au fur et à mesure du temps, mais encore une fois, ouais, comme vient de le dire Vincent, c'est un reporting qui a vocation à être enrichi. Éventuellement, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur les impacts que vous envisageriez justement de mettre en avant l'année prochaine? Est-ce que vous Oui, avez déjà alors arrêté justement ces impacts en question? oui. Alors nous, on va se servir de la nomenclature des objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont au nombre de 17. Je ne vais pas les détailler parce que là, ça serait long et ça serait vraiment une autre discussion. Mais on va être en mesure de produire des rapports d'impact qui vont dire entreprise par entreprise, donc à la fin pour le portefeuille au global, quels sont les impacts positifs que l'on a sur ces enjeux-là et les impacts négatifs. Oui, parce que nous, on veut faire cet exercice de transparence. Voilà. Donc, on aura un score par entreprise. Et pondéré du poids de chaque entreprise dans le portefeuille, on aura un poids pour le fonds. Enfin, on aura un indice de performance pour le fonds avec un impact positif ou négatif. Alors ça, c'est la première mouture, mais voilà, c'est parfait. En gros, nous, historiquement, mais ça, on va le conserver. On avait classé les dimensions d'impact dans 4 grandes catégories. Donc, une première catégorie liée au changement climatique, une deuxième catégorie liée au capital naturel, une troisième catégorie liée aux basic needs, enfin aux besoins de base, et enfin une quatrième catégorie qui est ce qu'on appelle responsabilisation ou empowerment en anglais. Donc, c'est la capacité de développement personnel. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, l'idée, c'était de dire sur lequel ou lesquels de ces thèmes mes entreprises sont actives. Alors, potentiellement, on pouvait avoir plus de 100% parce qu'on peut avoir une entreprise qui intervient sur les 2 thèmes. Donc, ça, c'était la première mouture de notre rapport d'impact. Et elle donne quand même une idée assez précise de ce que font les entreprises et donc des impacts qu'elles peuvent avoir. La deuxième mesure qu'on va donner sera complémentaire de ça, elle sera plus profonde quand même et complémentaire parce que là, on va raisonner vraiment par objectif de développement durable de l'ONU et on va donner par entreprise un chiffre précis. Voilà. Donc, ça sera un cran supplémentaire de transparence, mais voilà, c'est pas nous qui le sortons du chapeau. On travaille avec un fournisseur de données qui va analyser chacune des entreprises qu'on va lui demander d'analyser et qui va sortir un rapport d'impact de façon tout à fait indépendante, parce que si une entreprise a un impact négatif sur la biodiversité, ben on aura un impact négatif. Si elle a un impact positif, on aura un impact positif. J'entends. Alors, bon, alors effectivement, il est fait parallèlement aux éléments liés à la performance financière et à la performance extra-financière. Il est fait ici mention justement des risques. Voilà, donc c'est un fonds effectivement investi dans les actions internationales. Donc, bien que diversifié, c'est un fonds du coup, qui suppose quelques risques. Alors, on a vu justement que le risque de concentration, pour le coup, était modéré, étant donné justement donc, le nombre de titres à l'intérieur du portefeuille d'investissement. On a également d'autres risques ici justement qui sont mentionnés et que vous avez la possibilité de voir directement dans le DCI, qui est le document d'information clé pour les investisseurs, disponible dans la fiche valeur du fonds.
Tu veux éventuellement t'exprimer sur cette notion de risque, Vincent? Bien sûr, en fait, on a un risque action, hein, parce que le portefeuille est investi à 100% sur des actions internationales. Comment on monitore ces risques-là? Le risque de concentration, on le moniteur en étant largement diversifié. C'est une volonté structurelle de l'équipe de gestion et aussi cette recherche d'équilibre que j'évoquais tout à l'heure entre les différents secteurs. Le risque lié aux produits dérivés, il est dans le prospectus tout à fait, mais on ne l'utilise pas. Donc là, je suis très à l'aise avec le fait de vous dire qu'il n'y a absolument aucun risque de produits dérivés, même si au sens du prospectus, on a le droit d'en faire. On n'en fera jamais. Nous, notre métier, c'est de prendre des participations dans des entreprises et de les accompagner sur 2 ans, 3 ans, 5 ans. Dans d'autres fonds thématiques, notamment un fonds nutrition, qui est une des thématiques sur laquelle on investit depuis 15 ans, on a rentré des boîtes il y a 15 ans et on est encore actionnaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre savoir-faire. On est des gens qui aimons l'entreprise et investir dans les entreprises. Et le risque de change, alors tout à fait, en effet, alors ça reboucle avec la première discussion, c'est-à-dire que nous, on achète des entreprises partout dans le monde, donc du coup, on a des entreprises qui sont cotées à la bourse de New York, on a des entreprises qui sont cotées à la bourse de Oslo, voilà. Et donc, comme on n'est pas une maison qui aimons faire des produits dérivés, on ne va pas s'amuser à faire des couvertures de change sur le dollar, sur la devise norvégienne et tout. Donc, dans l'appréciation de la valeur liquidative, il peut y avoir un effet change. Si le dollar monte un peu, tant mieux. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que nous, on cherche des entreprises de long terme. Il peut y avoir un peu d'effet change, mais aussi bien positif que négatif. Sur le long terme, on pense que ça n'a pas trop d'impact. Mais oui, au sens réel du terme, il y a un peu de risque de change, essentiellement dollar, mais aussi couronne suédoise, couronne norvégienne. Voilà, nous, on a des boîtes. On a des boîtes anglaises, pardon. On a des entreprises norvégiennes, on a des entreprises sud-coréennes, américaines beaucoup. Donc voilà, on a la construction de notre portefeuille, c'est des entreprises qu'on aime bien. Voilà, et si elles sont cotées dans une place qui n'est pas la zone euro, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà. Donc encore une fois, risque que vous retrouvez de toute façon dans le document d'information clé aux investisseurs. Document d'information que vous retrouvez donc encore une fois sur la fiche valeur. Fiche valeur que vous retrouvez donc sur le site internet d'EasyBourse. Et pour le coup, donc peut-être éventuellement un mot sur justement donc cette fiche valeur. Alors, un mot dans un premier temps sur cette fiche valeur et puis ensuite un mot sur le dossier d'information qui a été réalisé spécifiquement pour le fonds d'investissement. Donc, alors, dans un premier temps, donc, concernant la fiche valeur donc, que nous retrouvons ici, alors, que je vous montre là, donc c'est une fiche valeur qui se décompose de la manière suivante. Donc, vous tapez bien entendu donc, le code ISIN du fonds, donc dans le moteur de recherche principal d'EasyBourse, et vous obtenez cette fiche-là qui vous permet donc du coup d'acheter, donc de vendre et d'accéder surtout au DC, donc au document d'information clé. C'est un document d'information pour le coup, c'est une fiche valeur, pardonnez-moi, qui reprend l'ensemble des caractéristiques, comme je viens de l'évoquer. Et c'est donc également donc, une fiche valeur qui, bien entendu, est régulièrement actualisée, donc mise à jour en fonction justement des données que nous recevons de la part de notre fournisseur, à savoir Morningstar. Ensuite, donc deuxième chose à savoir, c'est qu'effectivement, il y a un dossier d'information qui a été réalisé spécifiquement sur le fonds. Ce dossier d'information, vous le retrouvez sur la home page, pour le coup, donc, du fonds, et ensuite dans la rubrique OPC. Donc ici, c'est là aussi justement donc, un dossier d'information qui reprend de nouveau les éléments qu'on vient d'évoquer avec Vincent et qui justement donc, rendent compte de ces éléments justement donc, autour de ce fonds. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'accéder à un certain nombre également de documents là, qui vous permettent de rentrer un peu plus en profondeur justement des informations livrées. Voilà. Et donc, comment maintenant justement donc, investir sur le fonds? C'est la question que l'on peut se poser. Eh bien, c'est simple. Donc, vous allez justement donc, dans votre espace client. Dans votre espace client, vous allez dans Opération. Dans Opération, vous allez dans Passer un ordre. Et dans Passer un ordre, justement, donc vous allez tout simplement ici rechercher une valeur. Vous avez du coup la possibilité, en fait, de mettre le code ISIN donc de votre fonds, de mettre ici donc OPCVM
et ensuite de rechercher. Donc, une fois que justement donc, vous allez faire votre recherche, vous allez avoir votre fonds qui va apparaître ici. Et en fait, vous allez tout simplement justement avoir deux boutons, achat, vente. Et c'est en allant dans acheter que vous aurez la possibilité justement donc, de passer votre transaction. Donc, vous aurez donc ensuite un nouveau formulaire que vous devrez remplir justement sur le nombre de parts que vous souhaitez, sachant que donc c'est une part décimalisée, donc en fonction de la valeur liquidative, bien entendu, qui sera renseignée. Et donc voilà, donc vous aurez tout simplement donc en quelques clics la possibilité de vous positionner directement sur sur ce fonds, dans votre compte titre. On est bien d'accord, c'est sur le compte titre pour le coup que vous allez justement pouvoir mettre le flux New Gems. Voilà, donc nous avons donc terminé l'ensemble justement des éléments de la présentation. Vincent, est-ce que tu veux éventuellement ajouter quelque chose avant de passer aux questions-réponses? Non, non, mais j'ai rien à ajouter. On a pu vraiment prendre le temps d'évoquer les principales caractéristiques du fond. Donc voilà, je suis ravi de prendre des questions s'il y en a. Voilà, avec grand Alors, plaisir. oui, il y a quelques petites questions. En fait, dans un premier temps, justement, concernant la dimension durable des principales sociétés que l'on a vues tout à l'heure dans le top 10. Donc, certains se posent la question de savoir qu'est-ce que justement, comment on évalue une dimension durable pour une société comme Amazon, par exemple, justement, qui a fait l'objet parfois, éventuellement, de petites polémiques. Voilà. Donc, Bien sûr. qu'est-ce que tu aurais à dire justement sur cette dimension durable des grandes sociétés technologiques? Ouais, ouais. Alors là, il y a deux questions dans la question, hein. Alors, il y a les grandes sociétés technologiques et il y a Amazon. Je vais répondre pour l'un et pour l'autre et Oui, je vais essayer d'être court parce que ça pourrait prendre 1 heure. Concrètement, Amazon, on l'évalue comment? Première chose, on a nos fournisseurs de données, Sustainalytics et MSCI, qui envoient des questionnaires et qui donnent une notation. Bon, c'est important de l'avoir, mais c'est pas là où on a une valeur ajoutée la plus forte. Mais en tout cas, si Amazon fait partie des moins bonnes valeurs, on va l'exclure automatiquement. Mais déjà, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous, Amazon, on l'a classé dans la catégorie e-commerce. Donc ça, évidemment, on a rien inventé, ça n'a échappé à personne. Et ce qu'on va faire dans la catégorie e-commerce, c'est qu'on va évaluer les enjeux de durabilité de l'e-commerce. Donc ça a trait notamment à la gouvernance, ça a trait notamment à tout ce qui est empreinte carbone, ça a trait tout ce qui est data privacy, et ça a trait notamment à la concurrence déloyale, et ça a trait à tout ce qu'on appelle labor issues, enfin, comme on dit, c'est le traitement des employés. Voilà. Parce que dans l'e-commerce, c'est des sujets. Après, c'est des sujets qui sont communs avec d'autres sociétés, évidemment. Mais dans l'e-commerce, c'est ces sujets-là, et notamment Amazon a été en controverse parfois de niveau important, donc de niveau 4 pour être transparent, sur le traitement de ses employés. Donc, ce qu'on fait nous dans ces cas-là, c'est que on va adresser tous ces sujets à Amazon. Tant qu'on n'a pas de réponse, on ne peut pas investir. Et quand on a des réponses, on lance ou non une procédure d'engagement. Et alors pour Amazon, c'est une excellente question parce qu'on a lancé une procédure d'engagement. Amazon a quand même répondu et on était hyper surpris de ça, pour être tout à fait sincère, parce qu'on n'est pas le plus grand gérant d'actifs du monde. On est une belle société belge qui gère des fonds d'investissement. Mais si vous voulez, quand on a eu la réponse du top management d'Amazon à nos questions et à notre engagement, on s'est dit que cette entreprise avait vraiment pris en compte les notions de durabilité. Donc nous, on les avait challengés sur les aspects environnementaux, mais surtout sur les aspects sociaux et de gouvernance, notamment pour le traitement de leurs salariés. Hein, et on a vu qu'ils avaient mis en place quand même comment dire, des procédures assez fortes. Alors, par augmentation des salaires, hein, c'est quand même à la fin significatif, qui ont été des augmentations qui étaient énormes hein, en pourcentage par rapport aux revenus de base. Et ils arrivaient à payer leurs employés, notamment les employés dits de base, très au-dessus des salaires minimaux. Donc ça, c'est un premier point qui était important. Ils ont mis en place des cellules de traitement pour les employés qui étaient en situation d'épuisement professionnel. Toutes les entreprises ne le font pas. Et ils ont mis en place quand même pas mal de choses comme ça pour répondre aux différents challenges sociaux. Donc, nous, ça nous a convaincus. On a fait un vote en comité de suivi d'investissement responsable et on a décidé d'en devenir actionnaire. Voilà.
Donc, c'est un très bon cas d'école. D'accord. Alors, deux autres questions et puis on terminera justement avec ces questions-là. Bien La sûr. première concerne l'équipe de gestion, donc peut-être un mot sur l'équipe de gestion. Et la seconde, sur la restructuration du processus d'investissement, on en a parlé. Donc, il y a une question qui demande éventuellement justement qu'est-ce que ça a eu comme implication exactement, en fait, justement, cette restructuration du processus d'investissement. Et ça sera tout, justement, pour aujourd'hui. D'accord. Alors, l'équipe de gestion, c'est très simple. C'est un trinôme. Alors, c'est un trinôme. On a 3 gérants de fonds qui co-gèrent de façon collégiale et c'est des gens qui ont entre 35 et 40 ans, donc qui sont suffisamment seniors, qui travaillent depuis voilà, une bonne quinzaine d'années dans la finance avec des très, très, très beaux parcours et qui sont épaulés par 3 analystes dédiés et par 35 analystes en tout. Donc, on a quand même beaucoup de gens qui travaillent derrière cette gamme-là de fonds actions internationales. Et on a les analystes ISR qui font tout le travail que j'évoquais, notamment avec Amazon, mais on le fait pour des dizaines et des dizaines d'entreprises, donc c'est énormément de boulot. Et donc, la responsable de l'équipe ISR est au comité de gestion et le directeur de la gestion action est au comité de gestion aussi. Donc, en gros, le comité de gestion, c'est 5 personnes, dont 3 co-gérants. La directrice de l'investissement socialement responsable et le directeur de la gestion, ils sont là pour, on va dire, contrôler et poser des bonnes questions, parce que parfois, il faut challenger ses équipes. Les 3 co-gérants sont là pour faire le choix des valeurs et la construction du portefeuille. Et eux, ils s'appuient donc sur des équipes de recherche, d'analyse qui font en tout quasiment 45 personnes parce qu'on a aussi une co-entreprise qui est basée à Hong Kong qui traite les actions asiatiques avec 10 personnes. Donc en gros, analyste ISR, analyste action, plus tous les analystes du groupe, c'est 45 personnes qui fournissent de l'analyse fondamentale sur les entreprises et dont évidemment les gérants se nourrissent pour se faire une idée sur les boîtes et eux-mêmes vont rencontrer les boîtes et font de la sélection de valeur. Donc c'est derrière ce processus d'investissement qu'on essaie de simplifier, raccourcir. C'est une énorme machine. Hein. C'est des dizaines de personnes qui travaillent à la gestion de cette gamme de fonds. Ce fonds a un grand frère qui est aussi Action Internationale. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, l'idée étant qu'on met beaucoup, beaucoup de moyens humains pour générer de la performance parce que c'est notre credo d'être un gérant actif, de conviction, qui va chercher des entreprises de bonne qualité. D'accord. Peut-être très très rapidement un point sur la restructuration du process d'investissement justement que Bien tu sûr, évoquais. j'ai pas éludé. Non, non, tout à fait. Pardon. En fait, le fonds a été, enfin, l'équipe actuelle a posé les bases de ce fonds en 2014, mais elle l'a repris en 2015. Alors, ça a eu une implication très forte, puisqu'en fait, le fonds, auparavant, était un fonds action internationale, mais qui n'était pas du tout sur ce thème. C'est pour ça que nous, on est vraiment à l'aise et on dit que le fonds géré comme tel avec cette équipe, ce process d'investissement, cette contrainte durable et responsable et ces 7 thèmes d'investissement, c'est en place depuis 2015. Donc voilà, ça fait 6 ans. Et d'ailleurs, chaque année prouve qu'on a fait des choix qui sont pertinents. Mais ça fait 6 ans qu'on peut vraiment communiquer sur ce process d'investissement. D'accord. Ben, c'est entendu. Bah, écoutez, merci énormément pour justement votre participation. Merci d'être resté justement jusqu'au bout de ce webinaire. Merci Vincent, merci pour ton temps. Merci pour tes Merci Imen, explications merci très beaucoup claires. d'avoir Merci mis en énormément. lumière notre expertise. Et Je vous en prie, je vous en prie. Et ben, on se retrouve très bientôt, chers clients, pour justement donc, un nouveau webinaire sur une nouvelle thématique. Au revoir. Au revoir tout le monde. au revoir, très bonne soirée à tous et merci pour votre temps.